Chapitre 1. Les fondements de la tromperie. Robert Rob Sinclair se tenait dans son bureau lambrissé d'acajou, 37 étages au-dessus du centre-ville de Chicago, observant la circulation nocturne s'engouffrer dans les rues comme des fourmis. À 45 ans, il avait bâti Sinclair Holdings à partir de rien, un empire couvrant l'immobilier, la technologie, les investissements et l'industrie manufacturière. Son reflet dans la vitrine montrait un homme qui avait bien vieilli, des fils argentés traversant ses cheveux noirs, mais ses yeux gris exprimaient une froideur qui n'était pas présente dans sa jeunesse. L'interphone s'est déclenché. « Monsieur Sinclair, votre femme a appelé. Elle est encore en retard pour le dîner. » La mâchoire de Rob se serra presque imperceptiblement. « Merci, Linda. Fermez à clé quand vous partez. » Patricia était en retard depuis 8 mois. Ce qu'elle ignorait, c'est que Rob avait documenté chaque mensonge, chaque histoire inventée, chaque moment passé avec Vincent Torres, son propre associé et soi-disant ami le plus proche. L'ironie ne lui avait pas échappé. Il y a 20 ans, Rob avait sorti Vincent de la faillite, lui avait offert un partenariat chez Sinclair Holdings et l'avait traité comme le frère qu'il n'avait jamais eu. Vincent avait récompensé sa gentillesse en séduisant Patricia et en complotant pour voler tout ce que Rob avait construit. Le téléphone de Rob vibra, accompagné d'un SMS de son détective privé, Marcus Fleming. Colis livré à domicile. Tout ce que vous demandiez. Se dirigeant vers son coffre-fort, Rob en sortit une épaisse enveloppe en papier craft. À l'intérieur se trouvaient des photos, des relevés financiers, des reçus d'hôtel et des conversations enregistrées. Les preuves montraient clairement le tableau. Patricia et Vincent n'avaient pas seulement une liaison. Ils se positionnaient systématiquement pour prendre le contrôle de son entreprise et de ses actifs. Le plan était élégant dans sa trahison. Patricia demanderait le divorce, invoquant un abandon affectif et exigeant la moitié de tout. Vincent, son associé, rachèterait les actions de Rob à un prix volontairement sous-évalué pendant la difficile transition. Le propre frère de Rob, Derek, l'avocat de la famille, facilitait le cadre juridique. Même les enfants de Rob, Tyler et Ashley, aujourd'hui âgés de 22 et 20 ans, étaient impliqués, racontant des mensonges sur la prétendue négligence de leur père et promettant de généreux fonds fiduciaires une fois la reprise finalisée. Rob se servit un verre de scotch de 30 ans d'âge, la même marque qu'il avait partagée avec Vincent lors de leur première poignée de main. Le liquide brûla, mais pas autant que la trahison. Son père, Harold Sinclair, lui avait donné une précieuse leçon avant sa mort 3 ans plus tôt. « Mon fils, dans ce monde, on peut pardonner la bêtise, mais jamais la trahison. Quand quelqu'un te révèle sa vraie nature, crois-le dès la première fois. » Rob y croyait depuis 8 mois maintenant. Ce soir, il commencerait à leur montrer la sienne. La maison familiale était plongée dans l'obscurité lorsque Rob arriva, à l'exception de la lumière dans la chambre de Patricia. Il l'entendait au téléphone, sa voix portée par les murs fins de la vieille maison victorienne. « Oui, mon chéri. » Il ne se doute de rien. Dererick dit que les papiers seront prêts la semaine prochaine. Une fois l'héritage d'Harold entièrement transféré sur les comptes joints, nous pourrons déménager. Tyler et Ashley sont entièrement d'accord. De toute façon, ils en ont assez de vivre dans l'ombre de leur père. Rob monta les escaliers en silence, chaque pas posément. La voix de Patricia continua, chérie, douce et pleine de malice. Vincent, tu ne peux pas imaginer combien de temps j'ai attendu ça. 23 ans à faire semblant d'aimer cet homme froid et calculateur. 23 ans à jouer les belles épouses pendant qu'il bâtissait son empire. Eh bien, maintenant, c'est notre empire. Debout devant la porte de leur chambre, Rob écoutait sa femme planifier sa destruction avec l'homme qu'il avait autrefois considéré comme sa famille. La conversation s'acheva sur des promesses d'amour et de liberté. Des mots qui auraient pu autrefois le blesser profondément. Maintenant, il ne faisait qu'attiser la détermination glaciale qui grandissait en lui. Rob se retira dans son bureau, ouvrit son ordinateur portable et commença à taper. Les courriels furent envoyés à des contacts soigneusement sélectionnés, des investisseurs, des membres du conseil d'administration, des clients et, surtout, certains responsables de la réglementation qui lui devaient des faveurs. La machine était déjà en marche, mais ce soir, il ajouterait les derniers composants à une machine vouée à la destruction totale. À 2 heures du matin, Patricia retourna enfin dans leur chambre, se glissant sous les couvertures à côté de lui. Elle sentait l'eau de Cologne de Vincent, la même marque onéreuse que Rob lui avait offerte à Noël dernier. « Comment s'est passée ta soirée ?» demanda Rob. Doucement. « Oh, juste un dîner avec ma sœur. »
tu sais comment Karen est quand elle a bu du vin. Le mensonge est venu si facilement. Rob admirait presque son talent. Même, répondit-il en se détournant d'elle. Patricia, oui, ma chérie. Tu te souviens de nos vœux de mariage? La partie sur la fidélité? Il la sentit se tendre à côté de lui. Bien sûr. Pourquoi demandes-tu ça? Je me demandais juste s'il signifiait encore quelque chose pour toi. Il y eut un silence. Puis sa main trouva son épaule. Robert, tu me fais peur. Qu'est-ce qui a provoqué ça? Rob se tourna vers elle dans l'obscurité. Même maintenant, elle était belle. Cheveux auburn, yeux verts qui lui avaient autrefois fait oublier tout le reste. Mais la beauté ne pouvait cacher la douleur. Rien n'a provoqué ça. Je pensais juste aux engagements et à la façon dont certains les honorent tandis que d'autres. Il laissa la phrase en suspens. D'autres quoi? D'autres révèlent qui ils sont vraiment quand ils pensent que personne ne les regarde. La respiration de Patricia changea, devenant superficielle et rapide. Je ne comprends pas ce que tu insinues. Je ne suis pas. Je ne sous-entends rien, dit Rob doucement. Je constate simplement que les gens finissent par révéler leur vraie nature. La question est de savoir si nous sommes assez courageux pour la voir quand ils le font. Il se retourna, mettant fin à la conversation, mais il sentit Patricia le fixer dans l'obscurité pendant un long moment. Chapitre 2. L'orage qui se prépare. Le lendemain matin, Rob était assis dans le bureau de son père, entouré de cartons de documents et d'effets personnels qu'il n'avait jamais correctement triés. Harold Sinclair était un homme méticuleux dans ses archives, et Rob découvrait à quel point il était méticuleux. Caché dans un double fond du bureau de son père, Rob trouva un journal relié en cuir daté de quelques mois seulement avant la mort d'Harold. Les inscriptions glacèrent le sang de Rob. Patricia est venue me voir aujourd'hui pour me demander de modifier la structure de l'héritage. Elle veut un accès immédiat au fonds fiduciaire pour les besoins éducatifs de Tyler et Ashley. Quelque chose dans son regard me rappelait Margaret. Ce même regard calculateur avant qu'elle ne tente de prendre la moitié de tout lors du divorce. Derek est venu ce soir et m'a suggéré d'envisager de nommer Patricia gestionnaire de la succession plutôt que Robert. Il prétend que Robert est trop occupé par ses affaires pour gérer correctement les affaires familiales. Mon propre fils essaie de me manipuler pendant mes derniers mois. Vincent a appelé. Il m'a proposé de m'aider à gérer mes investissements pendant ma maladie. Ces vautours me croient déjà morte. La dernière entrée était datée d'une semaine seulement avant la crise cardiaque soudaine d'Harold. Je les vois maintenant tels qu'ils sont. Patricia, Derek, même Vincent. Ils tournent en rond comme des loups. Mais ils ont sous-estimé Robert. Il a mon courage, ma patience et ma mémoire pour la trahison. Je modifie le testament demain. S'ils veulent jouer à des jeux, ils apprendront que la famille Sinclair ne perd pas à des jeux que nous avons inventés. Les mains de Rob tremblaient en lisant le dernier document légal de son père, caché derrière le testament original que Derek avait lu à la famille. Harold avait bel et bien tout changé. Mais plus important encore, il avait laissé à Rob quelque chose de bien plus précieux que de l'argent. La preuve du complot qu'il avait tué. Le rapport du médecin légiste, que Derek avait réussi à garder scellé, portait des traces de digital dans l'organisme d'Harold, un médicament pour le cœur qui pouvait être mortel à forte dose. Harold n'avait pas reçu de digital prescrite, mais Patricia, se souvenait Rob, soignait le problème cardiaque de sa mère depuis des années et avait facilement accès aux médicaments. Le téléphone de Rob siffla. Le nom de Vincent apparut à l'écran. Rob, il faut qu'on parle. Il y a des irrégularités dans les rapports trimestriels qui nécessitent votre attention immédiate. Quel genre d'irrégularité? Le genre qui pourrait attirer un examen indésirable de la SEC. Pouvez-vous me retrouver au bureau dans 1 heure? Rob sourit presque. Vincent accélérait le rythme. Probablement parce que Patricia lui avait parlé de la conversation de la nuit dernière. Ils agissaient plus tôt que prévu, ce qui signifiait qu'ils devenaient désespérés ou négligents. D'après l'expérience de Rob, les personnes désespérées commettent des erreurs fatales. Je serai là. Le bâtiment de Sinclair Holdings était presque vide samedi matin. Rob trouva Vincent dans la salle de conférence, entouré de documents financiers et l'air inhabituellement nerveux. Vincent, dit Rob en s'installant dans son fauteuil. Tu as l'air troublé. Nous avons un problème. Quelqu'un a posé des questions sur nos comptes au Caïman.
Le genre de question qui suggère une enquête officielle. Rob haussa un sourcil. Quel genre de question? Sur les transferts de fonds? Sur le timing de certains investissements? Sur la question de savoir si tous les associés étaient au courant de toutes les décisions financières. Vincent déglutit difficilement. C'était intéressant. Rob soupçonnait Vincent de détourner de l'argent, mais il n'aurait jamais imaginé que son associé aurait l'audace de suggérer que Rob était impliqué dans le vol. Vincent, insinuez-vous que j'ai fait des affaires à votre insu? Non, bien sûr que non. Mais s'il y a une enquête, nous devons présenter un front uni. Nous devons nous assurer que nos versions concordent. Nos versions devraient naturellement concorder si nous avons été honnêtes l'un envers l'autre. Rob se laissa aller dans son fauteuil en cuir. Avons-nous été honnêtes l'un envers l'autre, Vincent? La question flottait dans l'air comme une lame. Le visage de Vincent pâlit, puis rougit. Que insinuez-vous? Je n'insinue rien. Je pose la question directement. Avez-vous été honnête avec moi sur tout? Professionnel, personnel, sur tout. Vincent se leva. Soudain, il commença à faire les 100 pas. Robert, si c'est à peu près le temps que je passe avec Patricia, alors il y a matière à discuter du temps que tu passes avec ma femme. Cet aveu resta suspendu entre eux comme une bombe à retardement. Vincent comprit immédiatement son erreur, mais il était trop tard. Je voulais dire que nous avions prévu une surprise pour ton anniversaire. Elle voulait se coordonner avec moi pour t'offrir quelque chose de la part de l'entreprise. Rob hocha lentement la tête. Une surprise? Quelle attention! Que avais-tu prévu de m'offrir? Dis donc, une montre. Une montre commémorative pour 20 ans de partenariat. 20 ans, répéta Rob. Ça fait vraiment si longtemps? Le temps file quand on construit quelque chose de significatif avec des gens en qui on a confiance. Vincent s'assit lourdement, le front perlant de sueur malgré la climatisation. Robert, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que tu ne dis pas. Il y a beaucoup de choses que je ne dis pas, Vincent. La question est de savoir si je dois commencer à les dire maintenant ou si je dois attendre un moment plus opportun. Le téléphone de Rob vibra, un SMS lui parvint. Il y jeta un coup d'œil, puis sourit. Le premier sourire sincère, Vincent. J'avais vu ça depuis des mois. Bonne nouvelle, Vincent. On dirait que l'enquête qui vous inquiète avance plus vite que prévu. On devrait avoir des réponses très bientôt. Que voulez-vous dire? Rob se leva et rajusta sa cravate. Je veux dire, la vérité a tendance à refaire surface, même si on essaie de l'enfouir profondément. Et en parlant de vérité, vous devriez probablement appeler Patricia. Dites-lui que notre conversation de ce soir doit avoir lieu au plus vite. Quelle conversation? Celle où nous arrêterons tous de faire semblant de ne pas savoir ce qui se passe vraiment. Rob se dirigea vers la porte, puis marqua une pause. Oh, et Vincent, cette montre dont vous avez parlé. Ne vous embêtez pas. J'ai le sentiment que je n'aurai plus besoin de compter le temps très longtemps. Du moins, pas comme avant. Alors que la porte se refermait derrière lui, Rob entendit Vincent composer frénétiquement le numéro de Patricia. La première phase était terminée. Il était temps de rendre visite à ses enfants et à son frère pour constater l'ampleur de la trahison. Chapitre 3. La toile se défait. Tyler Sinclair vivait dans un appartement luxueux du centre-ville payé par la générosité de son père et son propre sentiment d'avoir tout mérité. À 22 ans, il n'avait jamais travaillé de sa vie. Finissant ses études grâce à l'argent familial, il en ressortait avec un diplôme de commerce qu'il n'avait aucune intention d'utiliser de manière productive. Rob frappa à la porte de son fils à 10 heures précises, sachant que Tyler serait encore au lit. Papa. Tyler apparut emboxé. Et un vieux t-shirt de fraternité, les cheveux en bataille et les yeux injectés de sang. Que fais-tu ici? Je voulais parler à mon fils. Est-ce si inhabituel? Tyler s'écarta à contre-cœur. L'appartement était un désastre. Bouteilles vides, boîtes de plats à emporter et vêtements éparpillés partout. Voilà ce que l'argent de Rob avait acheté. Un enfant mal sans but et sans respect. Tyler, assieds-toi. Il faut qu'on parle de ton avenir. Si c'est une question de facture de carte de crédit, ce n'est pas une question de facture de carte de crédit. C'est une question de loyauté. L'expression de Tyler changea, devenant méfiante. Que veux-tu dire?
Je veux dire que la loyauté familiale avait un sens. Ton grand-père a bâti la fortune de cette famille. Par un travail acharné et des sacrifices. J'ai perpétué cette tradition. Mais toi, qu'as-tu apporté, papa? Je suis encore en train de comprendre. Non, tu ne comprends pas. Tu attends. Attendre que je meure pour pouvoir hériter de tout sans jamais avoir à le mériter. Le visage de Tyler rougit. Ce n'est pas juste. Juste? Rob rit, mais il n'y avait aucune trace d'humour. Tyler, laisse-moi te dire ce qui n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est de découvrir que ton propre fils a rencontré des avocats pour discuter de la contestation de la capacité de ton père à gérer sa propre succession. Le visage de Tyler se vida de ses couleurs. Comment as-tu? Comment ai-je su? Mon fils, je joue à ce jeu depuis avant ta naissance. La question n'est pas de savoir comment je l'ai découvert. La question est de savoir pourquoi tu trahirais l'homme qui t'a tout donné. Tyler s'affala sur son canapé, la tête entre les mains. Maman a dit que tu prévoyais de nous rayer du testament. Elle a dit que tu allais tout léguer à une œuvre de charité par dépit. Et tu l'as cru? Elle avait des documents, papa. Des documents juridiques prouvant que tu modifiais la structure de l'héritage. Rob sortit son téléphone et passa un enregistrement. La voix de Tyler emplit la pièce. Une fois le vieil homme déclaré inapte, on pourra le faire interner et prendre le contrôle des biens. Ashley est partante et oncle Derrick dit que c'est parfaitement légal. Les yeux de Tyler s'écarquillèrent d'horreur. Où as-tu trouvé ça? De ta conversation avec Vincent Torres il y a 3 jours. La conversation où tu as exposé ton plan pour me faire déclarer mentalement inapte afin de pouvoir voler l'œuvre de toute une vie. Papa, ce n'est pas ce que tu en penses. C'est exactement ce que tu en penses. La voix de Rob était froide comme l'hiver. Tu as comploté avec ma femme, mon associé et mon frère pour me détruire. Ton propre père. Tyler se leva, faisant les 100 pas frénétiquement. Tu ne comprends pas la pression que je subis. Maman a dit que si je n'acceptais pas le plan, elle me couperait complètement les vivres. Elle a dit que tu prévoyais déjà de me déshériter de toute façon. Alors, tu as choisi de me poignarder dans le dos plutôt que de me le demander directement. J'avais peur de quoi? De moi? Ton père, qui n'a jamais levé la main sur toi, ne t'a jamais refusé ce dont tu avais besoin. Tyler s'est effondré, sanglotant comme l'enfant qu'il n'avait jamais cessé d'être. Je suis désolé, papa. Je suis tellement désolé. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Rob regardait son fils pleurer et ne ressentait rien. L'amour qu'il avait autrefois ressenti pour Tyler était mort au moment où il avait entendu cet enregistrement. Tyler, sais-tu ce que ton grand-père me disait sur le pardon? Tyler leva les yeux, l'espoir brillant dans ses yeux. Il disait que le pardon se mérite, il ne s'offre pas. Et il ne peut être gagné que par quelqu'un qui comprend l'ampleur de ses torts. Je comprends, papa. Je sais que j'ai fait une erreur. Non, Tyler. Tu ne comprends pas. Tu penses que c'est une question de sentiments blessés ou de drame familial. C'est une question de trahison. C'est toi qui regardes tout ce que j'ai construit, tout ce pourquoi je me suis sacrifié, et qui décide de le voler plutôt que de le gagner. Rob se leva pour part. Tes choix auront des conséquences, Tyler. De graves conséquences. Je veux que tu te souviennes que lorsque tout s'écroule, tu as choisi cette voie. Papa, s'il te plaît. Mais Rob était déjà sur le point de partir. Un fils de moins, une fille à venir. Ashley Sinclair était plus facile à trouver que son frère. Elle était au country club, en train de jouer au tennis avec ses amis et de dépenser l'argent de Rob comme de l'eau. À 20 ans, elle était belle, charmante et totalement dénuée de tout sens moral. « Papa » cria-t-elle en le voyant s'approcher du cours. « Quelle surprise! Es-tu ici pour me regarder jouer? En fait, Ashley, je suis ici pour te parler de ton avenir. » Son sourire s'estompa légèrement. « Mon avenir. Marche avec moi. » Ils flânèrent dans les jardins soignés derrière le clubhouse. Père et fille en pleine conversation, apparemment agréable. Rob attendit d'être complètement seul. « Ashley, de combien d'argent penses-tu hériter à ma mort? » Elle rit nerveusement. « Papa, c'est une question morbide. Tu vivras éternellement. Fais-moi plaisir. » Comment combien?
Je ne sais pas, maman dit que les fonds fiduciaires valent environ 10 millions chacun pour Tyler et moi, plus notre part des actions de la société. Et combien cela vaut-il pour toi? Je veux dire, que serais-tu prêt à faire pour sécuriser cet héritage? Ashley s'arrêta de marcher. Quel genre de question est-ce? Le genre de question qu'un père pose lorsqu'il découvre que sa fille complote contre lui. Son visage devint blanc. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Rob sortit son téléphone et lui montra une photo. Ashley rencontrant Derek dans un café. Des documents éparpillés entre eux sur la table. Cette photo a été prise mardi dernier. D'après mon enquêteur, tu discutais du calendrier pour me faire déclarer mentalement incapable. Tu demandais à Derek combien de temps la procédure prendrait et s'il y avait un moyen de l'accélérer. Ashley perdit son sang-froid. Papa, tu dois comprendre. Je comprends parfaitement. Je comprends que ma propre fille m'a regardé et n'a vu qu'un obstacle entre elle et mon argent. Ce n'est pas comme ça. Alors explique-moi, Ashley. Explique-moi comment. Conspirer pour faire interner son père est un acte d'amour. Elle se mit à pleurer, mais Rob ne ressentit aucune compassion. Ce n'étaient pas des larmes de remords. C'étaient les larmes d'un enfant surpris en train de voler des biscuits. Maman disait que tu étais en train de changer, de devenir paranoïaque et contrôlant. Elle disait que tu comptais nous exclure complètement du testament, alors tu as décidé de m'exclure de ma propre vie. On essayait de te protéger. Rob eut un rire rauque comme du verre brisé. Protège-moi en me faisant enfermer dans un hôpital psychiatrique pour pouvoir voler tout ce que j'ai gagné. Papa, s'il te plaît. Ashley, tu te souviens de ce que je te disais quand tu étais petite sur les actes et leurs conséquences? Elle hocha la tête à travers ses larmes. Je t'ai dit que chaque choix a un prix et qu'il faut bien le payer. Tu as fait ton choix. Maintenant, tu vas en payer le prix. Qu'est-ce que ça veut dire? Rob s'éloignait déjà. Ça veut dire que tu peux profiter de ce country club tant que tu le peux encore. Ton adhésion expire très bientôt. Alors qu'il quittait le club en voiture, le téléphone de Rob sonna. Le nom de Derrick apparut. Sur l'écran. Robert, il faut qu'on parle. Il s'est passé quelque chose. Quel genre de chose? Le genre qui nécessite une discussion familiale immédiate. On peut se retrouver à la maison. Patricia et les enfants sont déjà en route. Rob sourit d'un air sombre. Bien sûr qu'ils y sont. Je serai là dans 20 minutes. Robert. La voix de Derrick était tendue. Peu importe ce que tu crois savoir. On peut arranger ça. Derek, j'en suis sûr. Après tout, on est une famille. La ligne fut coupée et Rob appuya plus fort sur l'accélérateur. C'était l'heure de la confrontation finale. Le moment où tous les masques tomberaient enfin. Il repensa aux funérailles de son père 3 ans plus tôt, à la façon dont Patricia lui avait tenu la main et lui avait murmuré des mots réconfortants tout en planifiant secrètement sa destruction. Ce soir, chez son père, entouré du souvenir de son père, Rob leur montrerait à tous à quoi ressemblait un Sinclair poussé trop loin. Le jugement avait commencé. Chapitre 4. La révélation des funérailles. 3 ans plus tôt, les funérailles d'Harold Sinclair avaient été un chef-d'œuvre de deuil fin et de dissimulation. Agenda. Rob se tenait seul au bord de la tombe, se souvenant de chaque détail de cette journée avec une clarté cristalline. Les funérailles avaient eu lieu par une matinée grise d'octobre, en présence de la moitié de l'élite économique de Chicago. Harold était respecté, craint et secrètement détesté par beaucoup. L'hommage parfait à un homme qui avait bâti un empire grâce à son intelligence impitoyable et à sa détermination inébranlable. Rob avait prononcé l'éloge funèbre, évoquant le dévouement de son père à sa famille et à ses affaires. Il avait vu Patricia s'essuyer les yeux avec un mouchoir, jouant à la perfection le rôle de la belle-fille endeuillée. Derrick s'était tenu près du cercueil avec la solennité de circonstance, tandis que Tyler et Ashley avaient réussi à garder l'air sombre malgré leur contact régulier avec leur téléphone. Mais c'est après la cérémonie, à la lecture du testament, que les premières fissures étaient apparues. Derrick avait lu le document avec un détachement professionnel. À mon fils, Robert, je lègue la participation majoritaire dans Sinclair Holdings et le patrimoine familial. À ma belle-fille, Patricia, je lègue la somme d'1 million de dollars et ma reconnaissance pour 20 ans de mariage de mon fils. À mes petits-enfants, Tyler et Ashley, je lègue un fonds fiduciaire de 2 millions de dollars chacun, dont ils pourront disposer à 25 ans. Patricia avait pâli.
C'est tout. 2 millions chacun pour les enfants et 1 million pour moi. Dererick s'était raclé la gorge, gêné. Il y a aussi des provisions pour l'éducation, les frais médicaux et les allocations de subsistance jusqu'à l'échéance du fonds fiduciaire. Mais qu'en est-il des biens immobiliers? Le portefeuille d'investissement, d'une valeur de près de 100 millions de dollars, revient entièrement à Robert, l'héritier majoritaire. Rob se souvenait de l'expression de Patricia à ce moment-là. Non pas de chagrin, mais de rage. Une rage pure et simple d'avoir été privé de la véritable richesse. Vincent était présent lui aussi, offrant ses condoléances et son soutien pendant la difficile transition de Rob. Même à ce moment-là, Rob avait remarqué comment le regard de Vincent s'était attardé sur Patricia, comment ils avaient échangé des regards complices alors qu'ils pensaient que personne ne les regardait. Mais Harold Sinclair l'avait observé, même d'outre-tombe. Seul, maintenant, au bord de la tombe de son père, Rob s'était retiré. Le vrai testament, celui que son père avait caché, celui qui a tout changé. De la main même d'Harold, daté de quelques jours seulement avant sa mort. J'ai découvert le complot contre ma famille. Patricia, Derek, Vincent et même mes petits-enfants croient pouvoir voler ce que 3 générations de Sinclair ont bâti. Ils se trompent. Robert a ma force, mon intelligence et ma mémoire. Il aura besoin des 3. Je modifie mon testament, mais je ne le dirai pas à Derek. Qu'ils lisent le faux document. Qu'ils révèlent leur vraie nature lorsqu'ils croiront avoir perdu. Alors Robert saura exactement qui sont ses ennemis. À mon fils Robert, je te lègue non seulement ma fortune, mais aussi mon savoir. Dans le coffre-fort derrière mon portrait, tu trouveras les preuves de chaque trahison, de chaque complot, de chaque tentative de saper notre famille. Utilise-les avec sagesse. Ne leur montre aucune pitié dont ils ne te feraient pas preuve. La famille Sinclair a survécu à pire. Nous survivrons à cela aussi. Rob plia la lettre et la remit dans sa veste. Son père était mort en connaissant toute l'étendue du complot contre lui. Il était mort en planifiant la victoire ultime de Rob. La digitaline dans son organisme n'avait pas suffi à le tuer rapidement. Harold avait vécu assez longtemps pour que son fils hérite non seulement de l'argent, mais aussi de la justice. De retour à sa voiture, Rob consulta son téléphone. 17 appels manquaient de divers membres de sa famille. Il était temps de rentrer et de mettre fin à cette mascarade une fois pour toutes. La maison familiale brillait de 1000 feux lorsque Rob arriva. Toutes les voitures étaient garées dans l'allée. La BMW de Patricia, la Mercedes de Dererick, l'Audi de Tyler, la Lexus d'Ashley et la Porsche de Vincent. Toute la bande était là. Rob resta assis dans sa voiture un moment, contemplant la maison où il avait grandi, où il avait épousé Patricia, où ses enfants avaient fait leurs premiers pas. Ce soir, cette maison allait être le théâtre de la fin de tout. Il franchit la porte d'entrée et les trouva tous dans le salon, sa femme, son frère, ses enfants et son associé. 5 personnes qui avaient partagé sa vie, son amour et sa confiance. 5 personnes qui avaient conspiré pour le détruire. Robert, Patricia se leva, le visage empreint d'inquiétude. On s'inquiétait pour toi. Dererick dit, il y a des questions juridiques dont on doit discuter immédiatement. Dererick s'avança, un dossier manille à la main. Robert, j'ai été contacté par les enquêteurs fédéraux. Il y a de sérieuses questions sur les pratiques financières de Sinclair Holdings. Nous devons présenter une réponse unifiée. Rob regarda autour de lui, étudiant chaque visage tour à tour. Avant d'aborder les questions juridiques, j'ai quelque chose à partager avec vous tous. Il sortit un petit enregistreur numérique et le posa sur la table basse. Il contient des enregistrements de conversations entre vous tous au cours des 8 derniers mois. Des conversations sur ma déclaration d'incapacité mentale, sur le vol de mon entreprise, sur le partage de mes biens entre vous. Le silence était assourdissant. Le visage de Patricia devint complètement blanc. Vincent fit un pas en arrière. Robert, dit Dererick prudemment. Je crois que tu fais une crise. On devrait peut-être appeler ton médecin. Rob rit. Tu joues encore, Derek. Même maintenant, il appuya sur la touche lecture de l'enregistreur. La voix de Tyler emplit la pièce. Une fois le vieil homme déclaré incompétent, nous pourrons le faire interner et prendre le contrôle des actifs. Ensuite, Ashley, combien de temps durera la procédure d'internement? J'ai des dépenses à prévoir. La voix de Patricia, douce comme le miel et pleine de malice.
23 ans à faire semblant d'aimer cet homme froid et calculateur. Eh bien, maintenant, c'est notre empire. Vincent, l'enquête de la SEC tombe à pic. Nous pouvons prétendre que Robert a effectué des transactions non autorisées alors qu'il était mentalement instable. Et enfin, Derek, je peux préparer les documents d'internement d'ici vendredi. Une fois Robert déclaré incompétent, Patricia deviendra la gardienne de ses actifs et Vincent reprendra la société. Rob éteignit l'enregistreur. Quelqu'un voudrait-il expliquer ces conversations? La salle s'embrasa. Patricia se mit à pleurer, affirmant que les enregistrements avaient été sortis de leur contexte. Tyler et Ashley commencèrent à parler en même temps, essayant de se rejeter la faute. Vincent exigea de savoir comment Rob avait obtenu ces enregistrements privés. Seul Derrick resta calme. Robert, même si ces enregistrements sont authentiques, ils ne prouvent aucune activité illégale. Prévoir les imprévus n'est pas un crime. Tu as raison, Derek. Prévoir n'est pas un crime. Mais ce que tu as fait, c'est tout autre chose. Rob se dirigea vers le portrait de son père au-dessus de la cheminée et appuya sur un interrupteur caché. Le tableau s'ouvrit sur le côté, révélant un coffre-fort. Il en sortit un épais dossier. Mon père était plus observateur que vous ne l'imaginiez. Derek, il savait que tu détournais des fonds de sa succession. Patricia, il savait pour la digitaline que tu introduisais dans ses médicaments. Vincent, il savait pour les comptes aux îles Caïmans que tu utilisais pour détourner de l'argent de notre entreprise. Il ouvrit le dossier et commença à y disposer des documents, des relevés bancaires, des rapports médicaux, des photos, des conversations enregistrées. Tyler. Ashley. Il savait que tu prévoyais de contester son testament avant même sa mort. Il savait tout. Patricia se leva en tremblant. Robert, tu es en pleine dépression. Ce sont des délires paranoïaques. Vraiment? Rob sortit un rapport d'hôpital. C'est le rapport toxicologique du décès de papa. Celle que Derrick avait réussi à garder scellée. Elle révèle des niveaux mortels de digitaline dans son organisme. De la digitaline provenant de l'ordonnance que tu gérais pour ta mère, Patricia. Derrick s'avança. Tu ne peux pas prouver que Patricia a administré quoi que ce soit à Harold. En fait, si. Rob sortit une petite caméra vidéo. Papa avait fait installer des caméras de sécurité dans toute la maison pendant ces derniers mois. Des caméras dont tu ignorais l'existence. Veux-tu voir les images de Patricia dissolvant des pilules dans son cognac du soir? Le silence qui suivit fut profond. Patricia se laissa lentement retomber sur sa chaise. Toute prétention enfin abandonnée. « Mais que veux-tu » demanda Vincent doucement. Rob sourit. Et c'était le sourire le plus terrifiant qu'ils aient jamais vu. « Qu'est-ce que je veux? Je veux la justice. Je veux des conséquences. Je veux que vous compreniez tous que lorsqu'on trahit un Sinclair, il y a toujours un prix à payer. » Il sortit une pile de documents juridiques. Il s'agit de poursuites judiciaires, d'accusations criminelles et de saisie de biens. Vincent, tu es accusé de détournement de fonds et de fraude. Votre partenariat avec Sinclair Holdings est résilié, et vous aurez de la chance si vous évitez la prison fédérale. Vincent, les jambes lâchant, s'effondra sur une chaise. Derek, vous êtes radié du barreau et accusé de complicité de meurtre. Le barreau de l'Illinois s'intéresse de près aux avocats qui aident à empoisonner leurs clients. Derrick perdit enfin son sang-froid. Robert, s'il vous plaît. Patricia, vous êtes accusé de meurtre au premier degré. Le procureur est très enthousiaste à l'idée de poursuivre quelqu'un qui a lentement empoisonné son beau-père pour l'argent de son héritage. Patricia se mit à sangloter hystériquement. Tyler, Ashley, vous êtes tous les deux complètement coupés du monde. Plus de fonds fiduciaires, plus d'argent de poche, plus d'argent familial. Vous êtes adultes maintenant. Il est temps d'apprendre à quoi ressemble le monde réel. Papa, s'il vous plaît. Ashley tomba à genoux. Nous avons été manipulés. Maman nous a dit que vous alliez nous couper les ponts. Et au lieu de parler à votre père, vous avez décidé de me faire interner. Vous avez choisi de croire au mensonge parce que c'était plus facile que la vérité. Rob se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Oh, et encore une chose. Cette maison, toutes les propriétés, tous les investissements, tout est transféré à une fondation caritative au nom de mon père. Aucun de vous ne reverra jamais un centime de l'argent des Sinclair. Robert, hurla Patricia.
Tu ne peux pas faire ça. Je suis ta femme. Rob se retourna vers elle, le regard froid comme l'hiver. Non, Patricia. Tu étais ma femme. Maintenant, tu n'es plus qu'une criminelle de plus qui pensait pouvoir se montrer plus maligne qu'un Sinclair. Il se dirigea vers sa voiture, démarra le moteur et s'en alla, laissant derrière lui les ruines de sa famille et le début de sa vengeance parfaite. Demain, les vraies conséquences commenceraient. Chapitre 5. La tempête parfaite. Le lendemain matin, Rob était assis dans son bureau du centre-ville tandis que la ville s'éveillait sous lui. Son téléphone sonnait depuis 6 heures du matin. Journalistes, avocats, famille, amis, associés. La nouvelle se répandait plus vite qu'une traînée de poudre dans le réseau interconnecté de richesse et de pouvoir de Chicago. Linda, sa secrétaire, frappa à la porte. « Monsieur Sinclair, il y a des agents fédéraux ici pour vous voir. » 2 agents du FBI sont entrés, montrant leurs références. L'agent Sarah Martinez était jeune, ambitieuse et approfondie. L'agent Tom Bradley était plus âgé, expérimenté et avait l'apparence d'un homme qui avait vu toutes sortes de trahisons humaines imaginables. Monsieur Sinclair. L'agent Martinez a commencé. Nous comprenons que vous avez fourni des preuves concernant plusieurs crimes graves. Rob a fait un geste vers les chaises en face de son bureau. Veuillez vous asseoir. J'ai toute une histoire à vous raconter. Pendant les 3 prochaines heures, Rob a présenté l'intégralité du complot. Il a fourni les enregistrements, les documents financiers, les preuves médicales et le plus accablant de tous, les images de sécurité de la maison de son père montrant Patricia empoisonnant méthodiquement Harold Sinclair sur une période de semaines. L'agent Bradley a sifflé bas. Il s'agit du package de cas le plus complet que j'ai vu en 20 ans. Vous avez essentiellement fait notre travail pour nous. J'avais un excellent professeur, a répondu Rob. Mon père a toujours dit que si vous voulez jouer à un jeu, vous devriez jouer pour gagner. L'agent Martinez leva les yeux de ses notes. Monsieur Sinclair, pourquoi ne vous êtes-vous pas fait plus tôt? Si vous connaissiez le meurtre de votre père il y a 8 mois, parce que j'avais besoin d'eux pour s'engager complètement, j'en avais besoin pour me montrer exactement jusqu'où ils étaient prêts à aller, exactement qui ils étaient vraiment sous tous les prétextes familiaux. C'est un jeu dangereux. Le sourire de Rob était froid. L'agent Martinez, les jeux dangereux sont les seuls à jouer. Après le départ des agents, Rob a tourné son attention vers la destruction financière qu'il prévoyait depuis des mois. Vincent Torres était sur le point de découvrir que le vol d'un Sinclair est venu avec des conséquences qui allaient bien au-delà des simples accusations de détournement. Rob a pris son téléphone et a composé un numéro qu'il avait mémorisé mais jamais utilisé. Dimitri, c'est Robert Sinclair. Je crois que vous avez mentionné une fois que vous recherchiez des opportunités pour étendre votre entreprise de construction. Dimitri Vulov était un immigrant russe qui avait construit un empire de construction légitime à Chicago. Mais il n'avait jamais oublié ses racines dans un monde beaucoup plus dur. Il devait à Rob plusieurs faveurs dès les premiers jours où Rob l'avait aidé à obtenir des permis et des contrats que d'autres hommes d'affaires ne toucheraient pas. Robert, mon ami, ça fait trop longtemps. Comment puis-je vous aider? J'ai besoin de certaines propriétés pour avoir des problèmes structurels soudains graves. Propriétés qui nécessiteraient une évacuation immédiate et des réparations coûteuses importantes. Il y a eu une pause. Quel genre de propriété? Vincent Torres possède plusieurs immeubles d'appartements du côté sud. Je comprends qu'ils ont été construits avec des matériaux douteux et un savoir-faire. Dimitri gloussa un son comme du gravier de gravier. Ah oui, Vincent Torres. Je me souviens de lui. Il a essayé de saper mes offres en utilisant du béton inférieur et des travailleurs sans licence. Pratique très dangereuse. Ce serait dommage que les inspecteurs de la construction de la ville découvrent à quel point la dangereuse. En effet, dommage pour les résidents qui pourraient être blessés. Je vais passer quelques appels aujourd'hui. Je crois que plusieurs conseils anonymes sur l'intégrité structurelle atteindront les autorités appropriées. Merci, Dimitri et Dmitri. Les problèmes structurels doivent être authentiques. Je ne veux pas que quelqu'un soit vraiment blessé. Bien sûr que non. Mais lorsque les bâtiments sont construits avec des matériaux de qualité inférieure par des hommes qui coupent les coins, les problèmes se développent parfois naturellement. À midi, le téléphone de Vincent sonne avec des appels de locataires paniqués et d'inspecteurs de la ville. Le soir, 3 de ces immeubles avaient été condamnés comme structurellement non liés, forçant l'évacuation immédiate de plus de 200 résidents. Les poursuites ont commencé à déposer en quelques heures.
Mais Rob n'avait pas fini Vincent. Grâce à un réseau de contacts commerciaux et à des investissements soigneusement placés, Rob avait tranquillement acquis la dette sur les autres propriétés de Vincent. Vincent devait de l'argent aux banques, aux prêteurs privés et aux sociétés d'investissement. Dette que Rob possédait désormais auprès des sociétés écrans et des sociétés de détention. À 18 h, l'avocat de Vincent l'a appelé avec des nouvelles dévastatrices. Tous ses prêts ont été appelés immédiatement en raison de clauses de turpitude morale qui ont été déclenchées par son acte d'accusation fédérale. Vincent avait 48 heures pour rembourser 17 millions de dollars ou tout perdre. Pendant ce temps, Patricia a découvert que le fait d'être accusé de meurtre est venu avec son propre ensemble de problèmes uniques. Ses comptes bancaires avaient été gelés en attente d'enquête. Ses cartes de crédit ont été annulées. Son adhésion au country club a été révoquée. Ses amis évitaient ses appels. Pire encore, Rob avait embauché l'avocat du divorce le plus impitoyable de Chicago, une femme du nom de Catherine Wolf, spécialisée dans la destruction des conjoints de tricherie. Catherine avait la réputation de transformer la procédure de divorce en bain de sang, et elle était particulièrement motivée lorsque ses clients avaient été trahis par des membres de la famille. Le propre avocat de Patricia, un ami du country club spécialisé dans les divorces doux et amicaux, a été complètement surpassé. À la fin du premier jour, Patricia avait perdu accès aux maisons familiales, aux voitures et même à ses bijoux, tous liés en preuve ou en convulse. La situation de Derek était peut-être la plus poétique. L'Illinois State Bar a déménagé à une vitesse inhabituelle pour suspendre son permis, en attendant une enquête complète sur ses violations d'éthique. Mais Rob était allé plus loin que ça. En utilisant des enquêteurs privés, Rob avait découvert des années de fautes professionnelles légales de Derek, des clients surfacturés, des affaires mal gérées, des fonds de confiance détournés. Dans les 48 heures, Derek était confronté non seulement à une radiation, mais à des accusations criminelles pour fraude et vol. L'homme qui avait aidé à planifier la destruction de Rob était systématiquement détruit par le système même juridique qu'il avait tenté de manipuler. Tyler et Ashley apprenaient à quoi ressemblait la vie sans l'argent de leur père. Leurs cartes de crédit ont été annulées. Leurs allocations se sont arrêtées. Leurs polices d'assurance ont été résiliées. Les baux d'appartement que Rob avait payés ont été annulés en raison du non-paiement. Ashley a appelé Rob en larmes. « Papa, s'il te plaît. Je ne peux pas me permettre de louer. Je n'ai nulle part où aller. Ashley, tu as 20 ans. La plupart des gens de votre âge travaillent pour gagner votre vie, mais je ne sais pas comment trouver un emploi. Ensuite, je vous suggère d'apprendre rapidement. » L'appel de Tyler est arrivé 1 heure plus tard. « Papa, ma voiture a été reprise. Comment suis-je censé me rendre à des entretiens d'embauche sans voiture? De la même manière que des millions d'autres personnes le font, Tyler. Transport en commun. Mais papa, Tyler, tu as fait ton choix. Vous avez choisi de trahir votre père pour de l'argent. Maintenant, vous découvrez à quoi ressemble la vie lorsque vous n'avez pas cet argent. Comme le fils l'a dit le 2e jour de la vengeance de Rob, il s'est assis dans son bureau en examinant les rapports de ses différents enquêteurs et avocats. Vincent faisait face à la faillite et à la prison fédérale. Patricia était confrontée à une vie en prison pour meurtre. Derek faisait face à une radiation et à ses propres accusations criminelles. Tyler et Ashley faisaient face à la pauvreté et au monde réel pour la première fois de leur vie. Mais Rob n'avait pas fini. Le véritable chef-d'œuvre de sa vengeance était encore à venir. Il a décroché son téléphone et a composé le numéro de Channel 7 News. Voici Robert Sinclair. Je crois que vous êtes intéressé par l'histoire de la mondaine de Chicago qui a assassiné son beau-père pour monnaie de succession. J'ai des images de sécurité que vous allez vouloir voir. Demain, toute la ville saurait exactement ce que Patricia Sinclair avait fait, et à la fin de la semaine, la vengeance de Rob serait complète. Chapitre 6, le cirque médiatique. Chicago s'est réveillé dans la nouvelle de la décennie. L'émission matinale de Channel 7 a mené avec des images de sécurité exclusives de Patricia Sinclair empoisonnant méthodiquement son beau-père, accompagné d'enregistrements audio de la complot familial qui a suivi. Rob a regardé depuis son bureau alors que l'histoire explosait sur toutes les plateformes médiatiques de la ville. Le titre de la tribune de Chicago se lit comme suit, l'intrigue de succession mortelle sociale. Le Sun-Times est allé avec un meurtre et un manoir. Comment la famille d'élite de Chicago s'est détruite. Mais c'est la couverture télévisée qui a vraiment capturé l'ampleur du scandale. Les images de sécurité étaient dévastatrices.
Vidéo cristalline de Patricia écrasant les pilules et les remuant dans le brandy du soir de Harold Sinclair. Nuit après nuit, semaine après semaine, le téléphone de Rob a sonné. C'était Catherine Wolfe, son avocat en divorce. Robert, avez-vous vu les nouvelles ce matin? J'ai. Comment Patricia gère-t-il l'attention des médias? Le rire de Catherine était prédateur. Elle ne l'est pas. Son avocat s'est retiré de l'affaire il y a 1 heure. Apparemment, représenter les meurtriers accusés est mauvais pour la réputation d'un avocat de country. Et la procédure de divorce. Avec les preuves criminelles maintenant publiques, nous pouvons tout accélérer. L'Illinois est un état de divorce sans faute, mais lorsqu'un conjoint est accusé d'avoir assassiné un membre de la famille, les tribunaux ont tendance à se déplacer rapidement. Nous devrions avoir des papiers finaux dans la semaine. Rob sourit. Excellent. Assurez-vous qu'elle n'obtient rien. Oh, elle aura quelque chose. Elle obtiendra les factures pour sa propre défense juridique. À midi, l'histoire était devenue nationale. CNN l'a ramassée, puis Fox News, puis les principaux réseaux. Le scandale de la famille Sinclair devenait un symbole de tout ce qui ne va pas avec la richesse et le privilège américain, les durées que les gens iraient pour de l'argent, la trahison des liens familiaux, la corruption de l'amour par la cupidité. Le secrétaire de Rob a annoncé son prochain visiteur, Jonathan Hay, le procureur de district du comté de Cook. Hay était jeune, ambitieux et politiquement avisé. Il avait construit sa carrière à poursuivre la criminalité en col blanc et les affaires de haut niveau. Le meurtre de Sinclair était exactement le genre de cas qui pourrait le lancer dans le manoir du gouverneur. Monsieur Sinclair, je tiens à vous remercier d'avoir fait avancer ces preuves. C'est peut-être le cas de meurtre le plus hermétique que j'ai jamais vu. Je suis content d'aider, monsieur Hay. La justice pour mon père est tout ce que j'ai jamais voulu. J'ai quelques questions sur le timing. Vous avez cette preuve depuis des mois. Pourquoi avez-vous attendu? Rob se pencha en arrière sur sa chaise. Monsieur Hay, si je m'étais manifesté immédiatement, Patricia aurait pu prétendre que l'empoisonnement était accidentel, qu'elle était confuse au sujet des médicaments, qu'elle essayait d'aider, que tout cela était une erreur tragique. Mais j'avais besoin d'elle pour montrer sa véritable intention. J'avais besoin d'elle pour révéler que c'était une question d'argent, le complot pour vous faire déclarer incompétent. Exactement. Cela prouve la préméditation. Prouve que le meurtre de mon père faisait partie d'un plan plus large pour voler la richesse familiale. Sans ce contexte, vous avez peut-être envisagé des accusations d'homicide involontaire coupable au lieu d'un meurtre au 1er degré. Et hocha la tête avec approbation. Vous avez essentiellement construit tout le cas pour nous. Les preuves sont écrasantes. Mon père m'a appris à être minutieux. En parlant de votre père, les médias le représentent très avec sympathie. Le patriarche assassiné qui a vu à travers la trahison de sa famille. L'expression de Rob s'assombrit. Mon père était un homme bon qui méritait mieux que de mourir lentement aux mains de quelqu'un en qui il avait confiance. Mais il était également assez intelligent pour assurer sa propre justice. Après le départ de Hay, Rob a tourné son attention vers la phase finale de sa vengeance. Vincent Torres devait tout perdre aujourd'hui. Mais Rob voulait s'assurer qu'il comprenait exactement pourquoi. Rob a conduit à l'immeuble de bureau de Vincent, une tour brillante que Vincent avait achetée avec l'argent volé à Sinclair Holdings. Le bâtiment était désormais entouré de Van News et d'agents fédéraux exécutant des mandats de perquisition. Le secrétaire de Vincent faisait des boîtes à emballer lorsque Rob est entré dans le bureau. « Monsieur Sinclair, Monsieur Torres vous a cherché. Il dit que c'est urgent. » Rob a trouvé Vincent dans son bureau d'angle, entouré de boîtes et ayant l'air d'avoir vieilli 10 ans en 2 jours. Le costume cher de Vincent a été froissé. Ses cheveux généralement parfaits étaient ébouriffés et ses mains tremblaient. « Robert, Dieu merci, tu es ici. Nous devons parler. »« Bonjour, Vincent. Vous avez l'air stressé. » Vincent rit amèrement. « Stressé. Robert, je suis détruit. Les fédéraux ont tout saisi. Mes comptes, mes propriétés, mes investissements. Mes avocats disent que je regarde 20 ans de prison fédérale. Cela semble stressant. Robert, s'il vous plaît. Nous sommes amis depuis 20 ans. Nous pouvons sûrement trouver quelque chose. » Rob s'est assis en face du bureau de Vincent, le même bureau où ils avaient serré les mains en tant que partenaires il y a 2 décennies. Travailler quelque chose. « Vincent, tu m'as volé. Vous avez séduit ma femme.
Vous avez conspiré pour que je me suis engagé dans un établissement psychiatrique afin que vous puissiez voler le travail de ma vie. Que vouliez-vous exactement travailler? Le sang-froid de Vincent s'est finalement complètement craqué. Je suis désolé. Dieu, Robert, je suis vraiment désolé. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Quand vouliez-vous dire que ça va, Vincent? Quand vous avez commencé à dormir avec Patricia? Lorsque vous avez commencé à voler l'entreprise? Quand tu as commencé à planifier de me faire déclarer fou? Cela a commencé innocent. Patricia était solitaire. Vous travailliez toujours. Pas. La voix de Rob était mortelle silencieuse. N'osez pas me blâmer pour votre trahison. Vincent s'est effondré sur sa chaise. Tu as raison. C'est ma faute. Tout cela. Mais Robert, nous étions des frères une fois. Cela ne veut rien dire? Rob a étudié l'homme qui avait été son ami le plus proche, son partenaire commercial, son frère, et tout sauf le sang. Pendant un moment, Vincent aurait pu voir un scintillement de la vieille chaleur dans les yeux de Rob. Puis il a disparu. Vincent, mon père me disait qu'il y avait deux types de personnes dans ce monde. Ceux qui honorent leurs engagements et ceux qui ne le font pas. Vous m'avez montré quel genre vous êtes. Robert, s'il vous plaît. Vous voulez savoir ce que notre amitié signifie pour moi maintenant? Cela signifie que je sais exactement comment vous blesser. Cela signifie que je connais vos faiblesses, vos peurs, vos vulnérabilités, et cela signifie que j'ai 20 ans de confiance et d'intimité à utiliser contre vous. Rob se leva. Profitez de la prison fédérale. Vincent, j'entends que les hébergements sont beaucoup moins confortables que le Pantouse que vous avez acheté avec mon argent. Alors que Rob se dirigeait vers la porte, Vincent a appelé désespérément. Et Patricia? Allez-vous vraiment les laisser envoyer votre femme en prison à vie? Rob s'arrêta à la porte sans se retourner. Vincent. Patricia a cessé d'être ma femme au moment où elle vous a choisi par-dessus moi. Maintenant, c'est juste un autre criminel qui pensait pouvoir déjouer un Sinclair. La porte s'est fermée derrière lui avec une finalité que Vincent ressentait dans ses os. En dehors du bâtiment, Rob a été approché par un journaliste de Channel 7. Monsieur Sinclair, comment vous sentez-vous de voir votre famille détruite comme ça? Rob regarda directement dans la caméra. Ma famille n'est pas détruite. Ma famille est décédée il y a 3 ans lorsque mon père a été assassiné. Ce que vous voyez maintenant, c'est simplement que la justice soit signifiée. Avez-vous des regrets sur la façon dont cela s'est déroulé? Rob a sérieusement considéré la question. Je regrette que ce soit nécessaire. Je regrette que les gens que je aimais et que je aimais se révélant capables d'une telle trahison. Mais je ne regrette pas de m'assurer qu'ils font face à des conséquences pour leurs actions. Quelle est la prochaine étape pour vous, monsieur Sinclair? Rob sourit. Et pour la première fois depuis des mois, il a atteint ses yeux. Je vais honorer la mémoire de mon père en continuant à construire l'héritage qu'il a commencé. Le nom de Sinclair survivra à ce scandale, et il sera plus fort à cause de cela. Alors qu'il s'éloignait du bâtiment de Vincent, le téléphone de Rob a bourdonné un SMS de son enquêteur privé. Phase 3 complète. Tyler et Ashley ont tous deux été expulsés. Patricia s'est vue refuser la caution. Les actifs de Dererick ont été saisis. Le dossier de faillite de Vincent a été rejeté en raison d'une fraude criminelle. Ils n'ont plus rien. Rob s'est arrêté et s'est assis dans sa voiture pendant un moment, sentant le poids de ce qu'il avait accompli. En moins d'une semaine, il avait complètement détruit 5 personnes qu'il avait trahies. Ils risqueraient tous des années de prison, une ruine financière et une honte sociale. Mais alors qu'il était assis là, Rob a réalisé quelque chose de surprenant. Il ne ressentait aucune satisfaction, aucune joie, aucun sentiment de victoire. Il ne ressentait que le vide où se trouvait sa famille. La voix de son père résonna dans sa mémoire. Fils, la vengeance est la justice, mais la justice est un confort froid lorsque vous le mangez seul. Rob a commencé sa voiture et s'est dirigé vers le cimetière où son père a été enterré. Il était temps de dire à Harold Sinclair que sa famille avait été vengée et que le nom de Sinclair durerait. Mais d'abord, il a eu une dernière surprise pour Patricia. Une dernière tournure qui s'assurerait qu'elle comprenait exactement ce qu'elle avait perdu lorsqu'elle a choisi la trahison de l'amour. Chapitre 7. Le conte final. Patricia Sinclair était assise dans sa cellule de prison, fixant les murs en béton qui étaient devenus son monde. La prison du comté de Cook était loin du luxe qu'elle connaissait depuis 23 ans.
Ses vêtements de créateur avaient été remplacés par une combinaison orange. Ses ongles bien entretenus étaient maintenant ébréchés et sales. Ses cheveux auburn pendaient mous et non lavés. On lui avait refusé une caution. Le juge a statué que quelqu'un qui avait méthodiquement empoisonné un membre de la famille était trop dangereux à libérer. Son avocat est un défenseur public fatigué qui s'est spécialisé dans les bonnes affaires, et non sur les défenses miracles. L'attention des médias avait été implacable. Chaque jour, de nouvelles révélations sur le scandale de la famille Sinclair. La photographie de Patricia était en première page des journaux à travers le pays, toujours avec les gros titres qui l'ont peinte en tant que tueur de sang-froid qui avait détruit sa propre famille pour de l'argent. Un garde s'approcha de sa cellule. « Sinclair, vous avez un visiteur. » Le cœur de Patricia sauta. Pendant un moment, elle espérait que Robert viendra lui pardonner de trouver une sorte d'arrangement. Malgré tout, elle ne pouvait toujours pas croire que l'homme avec qui elle vivait depuis plus de 2 décennies l'abandonnerait complètement. Mais ce n'était pas Robert qui n'attendait pas dans la chambre du visiteur. C'était Catherine Wolfe, l'avocat de Robert en divorce. Catherine était assise en face de Patricia avec le sourire d'un prédateur. Elle était élégamment vêtue d'un costume sur mesure qui coûtait probablement plus cher que la plupart des gens fabriqués en un mois. Tout sur elle a crié cher, compétent et totalement impitoyable. « Madame Sinclair, ou devrais-je dire Miss Morgan, je comprends que vous prévoyez de revenir à votre nom de jeune fille. » La voix de Patricia était au haro des pleurs. « Que voulez-vous ? Je suis ici pour discuter de votre règlement de divorce. » « Quel règlement ? Robert essaie de me laisser sans rien. » Catherine a ouvert une mallette en cuir et a retiré un document épais. « En fait, ce n'est pas tout à fait précis. Mon client est prêt à être assez généreux. » Les yeux de Patricia s'écarquillèrent avec espoir. « Généreux ? Oh, oui. Vous recevrez 50 000 $ en espèces, plus ce beau document. » Catherine a glissé les papiers à travers la table. Patricia a scanné le document rapidement, son espoir se transformant vers l'horreur. « Ceci est une confession. Tu veux que j'admette. Tout à tout ? Le meurtre, le complot, tout cela. En échange des 50 000 et de l'accord de Robert de ne pas poursuivre des dommages civils pour votre vol d'actifs familiaux. 50 000 $. J'étais marié avec lui pendant 23 ans. » Le sourire de Catherine était l'arctique. « Madame Sinclair, vous avez empoisonné son père et essayé de voler l'œuvre de sa vie. Dans ces circonstances, 50 000 $ sont assez généreux. Surtout compte tenu que votre alternative consiste à passer le reste de votre vie en prison sans rien. » Patricia regarda la confession, ses mains tremblantes. « Si je signe cela, j'admets un meurtre au 1er degré. Vous admettez ce que vous avez fait. Les images de sécurité prouvent déjà votre culpabilité. Cette confession garantit simplement que vous recevrez une peine à perpétuité au lieu de la peine de mort. » Les mots frappent Patricia comme un coup physique. La peine de mort. L'Illinois n'a peut-être exécuté personne récemment, mais un meurtre de 1er degré avec des circonstances spéciales. Empoisonner une victime âgée à des fins financières est admissible à la peine capitale. Le procureur de district est assez ambitieux et cette affaire pourrait faire sa carrière. Patricia a recommencé à pleurer, mais ils étaient des larmes différentes maintenant. Pas des larmes d'apitoiement sur soi, mais des larmes de terreur authentique. Qu'est-ce que Robert en retire ? Fermeture. La satisfaction de savoir que vous avez accepté la responsabilité de ce que vous avez fait. Et la connaissance que vous ne pourrez jamais faire appel de votre condamnation ou revendiquer l'innocence. Patricia a à nouveau regardé le document. La signature signifierait que tout admettre à tout garantirait qu'elle mourrait en prison, mais refuser de signer cela pourrait signifier mourir beaucoup plus tôt. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Catherine se leva. Vous avez 24 heures. Après cela, l'offre expire et vous pouvez tenter votre chance avec un jury. Après le départ de Catherine, Patricia a été escortée vers sa cellule. Elle était allongée sur la morue étroite fixant le plafond en essayant de traiter comment sa vie était arrivée à ce point. Il y a 24 ans, elle avait été Patricia Morgan, une belle jeune femme d'une famille de la classe moyenne qui avait attiré l'attention de Robert Sinclair lors d'une collecte de fonds caritative. Rob avait réussi même à ce moment-là, mais rien de tel que l'empire d'affaires qu'il finirait par construire. Elle l'avait épousé non pas par amour, mais pour la sécurité. Rob était intelligent, ambitieux et déjà assez riche pour fournir le style de vie qu'elle voulait.
Elle avait joué le rôle de la femme dévouée tout en ressentant secrètement le confort prévisible de leur vie ensemble. Vincent lui avait offert quelque chose de différent. Passion, excitation, le frisson de l'amour interdit. Ce qui avait commencé comme une affaire avait progressivement évolué en quelque chose de beaucoup plus dangereux. Un plan pour tout faire construire par Robert. Cela semblait si simple. Robert travaillait constamment, la remarqua à peine plus. Ses enfants le respectaient, mais ne l'aimaient pas particulièrement. Son frère était jaloux de son succès. Même son père avait été fatigué, malade, prêt à abandonner la vie. Le plan avait été élégant. Empoisonner lentement Harold pour accélérer sa mort, puis utiliser le chagrin et l'isolement de Robert pour le faire déclarer mentalement incompétent. Vincent prendrait le contrôle de l'entreprise. Patricia contrôlerait les actifs et tout le monde obtiendrait ce qu'il voulait. Sauf que Robert avait regardé. Robert avait planifié. Robert avait eu 3 pas devant eux depuis le tout début. Maintenant, Vincent faisait face à 20 ans de prison fédérale. Derrick avait été radié et regardait ses propres accusations criminelles. Tyler et Ashley vivaient dans la pauvreté, apprenant à quoi ressemblait le monde réel sans l'argent de leur père. Et Patricia était confrontée à la prison à vie ou peut-être à la mort pour avoir assassiné un homme qui n'avait jamais été aussi gentil avec elle. Le lendemain matin, Patricia a demandé à revoir Catherine Wolfe. « Je vais signer la confession », dit-elle tranquillement. Catherine a présenté les documents avec une efficacité professionnelle. Initiale ici, ici et ici. Signe au bas de chaque page. La main de Patricia secoua alors qu'elle écrivait son nom, reconnaissant sa culpabilité dans le meurtre de Harold Sinclair et le complot pour frauder Robert Sinclair. Il y a encore une chose, a déclaré Catherine, produisant un document final. Une lettre personnelle de Robert. Patricia a ouvert la lettre avec des doigts tremblants. Patricia, au moment où vous lisez ceci, vous aurez avoué avoir assassiné mon père et tenté de détruire tout ce qu'il a construit. Je veux que vous compreniez que ce n'est pas une question de vengeance. Il s'agit de justice. Vous aviez des choix à chaque étape du processus. Vous avez choisi de trahir nos vœux de mariage. Vous avez choisi de séduire Vincent. Vous avez choisi d'empoisonner un vieil homme innocent qui ne vous avait jamais fait de mal. Vous avez choisi d'essayer de voler le travail de ma vie. Chaque choix a conduit au suivant jusqu'à ce que vous deveniez quelqu'un que je ne reconnaissais plus. La femme que j'ai épousée n'aurait jamais été capable d'une telle cruauté. Je t'aimais une fois, Patricia. Je vous aimais assez pour pardonner vos affaires, vos dépenses, votre égoïsme. Mais je ne pourrai jamais pardonner de meurtre. Je ne pourrai jamais pardonner ce que tu as fait à mon père. Vous passerez le reste de votre vie en prison et vous y mourrez. Chaque jour, je veux que vous vous souveniez que c'est la vie que vous avez choisie lorsque vous avez décidé que l'argent était plus important que la famille. Le nom de Sinclair survivra au scandale. L'héritage de mon père durera. Mais vous ne vous souviendrez que comme la femme qui a trahi la famille qui lui a tout donné. Robert. Patricia a frappé la lettre, des larmes coulant sur son visage. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, elle a vraiment compris ce qu'elle avait perdu. Pas seulement l'argent, pas seulement la liberté, mais l'amour d'un homme qui l'avait chéri, qui avait autrefois été disposé à lui pardonner quoi que ce soit. Madame Sinclair. La voix de Catherine semblait venir de très loin. Y a-t-il autre chose? Patricia leva les yeux, son visage ravagé par le chagrin et le regret. Dites-lui. Dites à Robert que je suis désolé. Dites-lui que je sais que cela n'a pas d'importance maintenant, mais je suis vraiment désolé. L'expression de Catherine s'adoucit légèrement. Le premier soupçon d'humanité que Patricia avait vu d'elle. Je vais lui dire. Comme Patricia était ramenée à sa cellule, elle s'est rendue compte que les $50 000 ne signifiaient rien pour elle maintenant. Elle ne le dépenserait jamais, ne l'apprécierait jamais. C'était juste la façon de Robert de s'assurer qu'elle comprenait. Exactement à quel point elle valait peu. Maintenant, de retour dans son bureau, Robert a reçu l'appel de Catherine au sujet de la confession de Patricia et de son dernier message. Elle semblait vraiment plein de remords, a rapporté Catherine. Je pense qu'elle comprend enfin ce qu'elle a perdu. Robert était calme pendant un long moment. Merci, Catherine. Assurez-vous que la confession est déposée immédiatement auprès du tribunal. Et ses excuses? Elle semblait vouloir que tu saches. Patricia a perdu le droit de s'excuser lorsqu'elle a choisi le meurtre plutôt que le mariage. Ses regrets ne changent pas ce qu'elle a fait à mon père. Après avoir raccroché,
Robert était assis seul dans son bureau, regardant la ville. Son père lui avait appris à conquérir. L'empire de Sinclair était plus fort que jamais, purgé des trahisons qui avaient tenté de le détruire de l'intérieur. Mais la victoire semblait creux. Robert avait obtenu une justice parfaite, une vengeance parfaite et un isolement parfait. Il était la dernière position de Sinclair, et il supporterait ce fardeau seul. Chapitre 8. Les conséquences. 6 mois après la rupture du scandale, Chicago était passé à de nouvelles controverses et au scandale plus frais. Mais l'affaire Sinclair avait laissé sa marque sur la mémoire collective de la ville, une histoire édifiante sur la cupidité, la trahison et le prix du passage de la mauvaise famille. Robert était assis dans l'étude de son père, maintenant la sienne, lisant The Morning Report. L'entreprise avait non seulement survécu à l'attention des médias, mais était en fait devenue plus forte. Les investisseurs ont admiré la façon dont Robert avait géré la crise, le voyant comme une preuve de sa pensée stratégique et de ses principes sans compromis. Vincent Torres avait été condamné à 18 ans de prison fédérale pour détournement de fonds et fraude. Il aurait 68 ans lorsqu'il a été libéré, en supposant qu'il a survécu aussi longtemps. La prison fédérale n'était pas gentille avec les criminels de col blanc, en particulier ceux qui avaient trahi les familles puissantes. Derek Sinclair avait été radié et condamné à 8 ans pour son rôle dans le complot. Sa pratique du droit avait été dissoute. Ses actifs se sont saisis pour payer une restitution à ses victimes. Le frère, qui avait autrefois été le conseiller familial le plus proche de Robert, a maintenant travaillé dans la bibliothèque pénitentiaire, déposant des mémoires pour les détenus qui ne pouvaient pas se permettre de vrais avocats. Le procès pour meurtre de Patricia avait été une sensation médiatique qui a duré 3 semaines. Les images de sécurité de son empoisonnement Harold Sinclair avaient été jouées à plusieurs reprises, chaque vision, ce qui la rendait plus indéniable. Ses confessions avaient éliminé toute possibilité d'appel et elle avait été condamnée à perpétuité sans libération conditionnelle. Robert avait assisté chaque jour au procès, assis au premier rang où Patricia pouvait le voir. Il avait regardé impassiblement que l'accusation détaillait ses crimes tandis que les experts médicaux expliquaient comment la numérisation détruisait lentement le cœur de Harold. Alors que des témoins de caractère témoignent de l'homme qu'elle avait assassiné, Patricia l'avait souvent regardé pendant le procès, fouillant son visage pour tout signe de l'homme qu'il avait autrefois aimé. Elle n'a trouvé que du jugement froid. Tyler et Ashley avaient tous deux tenté de reconstruire leur vie, mais ils apprenaient que 20 ans de privilèges étaient une mauvaise préparation au monde réel. Tyler avait trouvé du travail en tant que serveur dans un restaurant de chaîne, gagnant un salaire minimum et vivant dans un studio qui a fui quand il a plu. Ashley était retournée avec la sœur de sa mère, travaillant au détail dans un grand magasin et prenant des cours de nuit dans un collège communautaire. Les deux avaient tenté de contacter à plusieurs reprises leur père, mais le secrétaire de Robert avait des instructions permanentes pour refuser tous les appels de ses anciens enfants. Ils avaient fait leur choix lorsqu'ils ont choisi de le trahir, et Robert n'a jamais donné la deuxième chance. La fondation caritative établie au nom de Harold Sinclair était devenue l'une des organisations philanthropiques les plus financées de Chicago. Robert avait transféré plus de 50 millions de dollars à la fondation, garantissant que l'héritage de son père serait celui de générosité et de service communautaire plutôt que de destruction familiale. Le téléphone de Robert a sonné, interrompant sa lecture du matin. C'était Marcus Fleming, son enquêteur privé. « Rob, nous avons une situation. Tyler a été arrêté. » Robert a posé sa tasse de café. « Que pour ?» Assaut. Il s'est battu dans son travail de restaurant, a mis un client à l'hôpital. Apparemment, le gars l'a reconnu de la couverture des nouvelles et a commencé à faire des commentaires sur sa famille. Tyler cassé. Robert était silencieux pendant un moment. La victime est-elle gravement blessée? Mâchoire cassée, commotion cérébrale. Il récupérera, mais Tyler examine les accusations d'assaut criminel. Et Tyler veut que je l'aide. Il vous demande depuis qu'ils l'ont arrêté. Continue de dire qu'il est désolé d'avoir appris sa leçon. Robert a considéré ces informations avec passion. Tyler faisait face à de réelles conséquences pour la première fois de sa vie, et il le gérait mal. Le garçon qui avait une fois conspiré pour que son père commis ne mendiait maintenant l'aide de ce même père. Dites au défenseur public de Tyler que je paierai les factures médicales de la victime, mais je n'aiderai pas Tyler avec sa défense légale. Il a fait des choix et les choix ont des conséquences. Rob, il est toujours ton fils. Non, Marcus. Mon fils est décédé le jour où il a décidé que l'argent était plus important que la famille. Cette personne partageant son nom n'est qu'un autre criminel qui a besoin d'apprendre la responsabilité.
Après avoir raccroché, Robert est revenu à sa lecture, mais il a eu du mal à se concentrer. Malgré tout, entendre parler de l'arrestation de Tyler l'avait plus affecté qu'il ne voulait l'admettre. Son interphone a bourdonné. « Monsieur Sinclair, il y a une femme ici pour vous voir. » Elle dit qu'elle est la sœur de Patricia. Robert n'avait rencontré Karen Morgan seulement quelques fois au fil des ans. Elle était la sœur aînée de Patricia, une infirmière qui a vécu une vie tranquille et avait toujours semblé mal à l'aise avec la richesse et la proéminence de la famille Sinclair. Karen est entrée dans le bureau à l'air fatiguée et nerveuse. Elle était habillée simplement, portant un vieux sac et portant des chaussures qui avaient connu des jours meilleurs. « Robert, merci de m'avoir vu. »« Karen, comment puis-je vous aider ?» Elle s'est assise en face de son bureau, aux prises avec ce qu'elle voulait dire. « J'ai visité Patricia en prison. » Robert n'a rien dit. Attendant qu'elle continue. Elle et qu'elle ne va pas bien. Elle passe la plupart de son temps dans sa cellule, n'interagit pas avec les autres prisonniers. Les gardes disent qu'elle mange à peine. Je suis désolé d'entendre ça. Karen se pencha en avant. Robert, je sais que ce qu'elle a fait était impardonnable. Je sais qu'elle a tué votre père et a essayé de détruire votre famille, mais elle est toujours ma sœur et elle mourrait là-dedans. Pas physiquement, mais spirituellement, émotionnellement. Que voulez-vous de moi, Karen? Je veux que vous envisagiez de lui rendre visite. Une seule fois. J'ai pardonné à Patricia dans le sens où je ne suis pas consumé par la colère envers elle, mais je ne lui donnerai jamais le réconfort de ma présence ou de mon absolution. Elle vivra avec ce qu'elle a fait et elle mourra avec. Les épaules de Karen s'affaissèrent. Elle parle constamment de toi, de la vie que vous avez eue ensemble, de l'erreur qu'elle a commise. Alors elle aurait dû y réfléchir avant de décider que l'argent était plus important que le mariage. Après le départ de Karen, Robert se surprit à penser à Patricia pour la première fois depuis des mois. Il se souvenait de leurs premières années ensemble, quand elle était jeune, belle et apparemment dévouée à lui. Il se souvenait de leur lune de miel en Italie, comme elle avait ri à ses blagues et s'était émerveillée devant les œuvres d'art des musées qu'ils avaient visités. Mais ces souvenirs lui semblaient appartenir à quelqu'un d'autre maintenant, comme des histoires qu'il avait entendues sur des inconnus. La femme qu'il avait aimée n'avait jamais vraiment existé. Elle avait été un spectacle, une illusion soigneusement conçue pour assurer sa place dans sa vie et sa fortune. Son interphone sonna de nouveau. « Monsieur Sinclair, Ashley est là. Elle dit que c'est à propos de Tyler. » Du côté de Robert. Il savait que ce moment finirait par arriver. « Faites-la entrer. » Ashley entra dans le bureau sans ressembler à la jeune femme privilégiée qu'elle avait été autrefois. « Papa ?» Robert demanda au portrait. « Ferais-tu preuve de pitié envers quelqu'un qui ne te témoigne aucune pitié ?» Les yeux peints restèrent muets. Mais Robert se souvint d'une parole de son père, des années auparavant. « Mon fils, la valeur d'un homme ne se mesure pas à la façon dont il traite ses ennemis. C'est la façon dont il les traite lorsqu'il a le pouvoir de les détruire complètement. » Robert possédait désormais ce pouvoir. Il avait détruit Vincent, Derek, Tyler et Patricia si profondément qu'aucun d'eux ne s'en remettrait jamais. Mais le pouvoir sans sagesse n'était que cruauté. Et Harold Sinclair avait élevé son fils pour qu'il soit meilleur que cela. Le lendemain matin, Robert se rendit à la prison du comté de Cook pour la première fois depuis l'arrestation de Patricia. Le bâtiment était gris et menaçant, un monument aux conséquences des mauvais choix et des vies brisées. Il signa le registre des visiteurs et fut escorté à travers de multiples contrôles de sécurité jusqu'à une petite pièce au mur de béton et à l'éclairage fluorescent. Quelques minutes plus tard, un gardien fit entrer Patricia. Robert reconnut à peine celle qui avait été son épouse. Patricia avait perdu au moins 13 kilos. Ses cheveux auburn étaient grisonnants et ses yeux verts étaient creux. « Alors pourquoi voulais-tu me voir ?» Patricia peinait à trouver les mots. « Parce que j'avais besoin que tu saches que la femme qui a fait ces choses, ce n'était pas vraiment moi. C'était quelqu'un que je suis devenu. Quelqu'un de perverti par la cupidité, l'égoïsme et 20 ans de mensonges. Cette femme, c'était toi, Patricia. C'est celle que tu as choisi de devenir. Je sais. Je le sais maintenant. Mais Robert, il fut un temps où je t'aimais. Vraiment. Avant que l'argent, le statut et tout le reste ne me corrompent, Robert étudiait son visage, à la recherche de signes de tromperie, de l'intelligence calculatrice qui avait autrefois comploté sa destruction. Il n'y trouva qu'une honnêteté brisée. « Quand » demanda-t-il doucement. « Quand ? Quand m'as-tu aimé »
Parce qu'avec le recul, je ne peux pas distinguer les moments réels des moments de mise en scène. Patricia ferma les yeux, se souvenant de notre troisième rendez-vous. Tu m'as emmené dans ce petit restaurant italien, celui avec un service épouvantable et une cuisine incroyable. Tu étais si nerveuse, tu n'arrêtais pas de laisser tomber ta fourchette et je m'excusais. J'ai compris que cet homme puissant et prospère était nerveux parce qu'il se souciait de ce que je pensais de lui. Robert se souvenait de cette nuit-là. Il avait été terrifié à l'idée que Patricia percevrait, à travers sa confiance, l'incertitude qui se cachait, qu'elle réalise qu'il ne savait pas comment aimer quelqu'un comme il se doit. « Tu m'as tenu la main pendant le film », continua Patricia. Une comédie romantique. Je ne m'en souviens même plus. Mais tu m'as tenu comme si elle était de verre, comme si tu avais peur que je disparaisse si tu la serrais trop fort. Tu as disparu, dit doucement Robert. Peut-être pas cette nuit-là, mais finalement. Je me suis perdu, Robert. À un moment donné, j'ai cessé d'être la femme dont tu étais tombée amoureuse pour devenir quelqu'un que je ne reconnais même pas. Quelqu'un capable de... Elle n'arrivait pas à terminer sa phrase. Quelqu'un capable de meurtre. Patricia tressaillit mais hocha la tête. J'ai tué un homme bon qui n'a jamais rien fait d'autre que de m'accueillir dans sa famille. J'ai essayé de te voler tout ce pour quoi tu travaillais. J'ai monté tes propres enfants contre toi. Il n'y a pas de pardon pour ça. Non, acquiesça Robert. Il n'y en a pas. Ils restèrent assis en silence. Pendant plusieurs minutes, ils se regardèrent à travers la vitre qui les séparait. Robert pouvait voir sa mort ici, mais s'il te plaît, dis-moi juste qu'une part de ce que nous avions était réel. Dis-moi que tu m'as aimé autrefois, même si tu me détestes maintenant. Robert la regarda un long moment. Cette femme qui avait partagé son lit pendant 23 ans, qui avait porté ses enfants, qui avait été sa partenaire dans la construction de la vie qu'elle avait finalement tenté de détruire. Je t'ai aimé plus que ma propre vie, Patricia. Je t'aurais tout pardonné, sauf ce que tu as fait à mon père. Je sais. Je le sais maintenant. Robert raccrocha et s'éloigna sans se retourner. Derrière lui, Patricia s'effondra contre la vitre, sanglotant de chagrin, comme quelqu'un qui avait enfin compris l'ampleur de ce qu'elle avait perdu. En retournant à son bureau, Robert sentit quelque chose changer en lui. Non pas le pardon, mais une sorte de paix. Il avait donné à Patricia ce dont elle avait besoin, la certitude que leur amour était réel, même si elle l'avait détruit. Il lui restait maintenant une dernière visite à faire. Tyler était assis dans sa cellule, attendant sa comparution devant le tribunal pour agression. Où tu peux plaider. Coupable, purger ta peine, et à ta libération, je te donnerai l'opportunité de retrouver ta place dans cette famille. Les yeux de Tyler s'écarquillèrent. Quel genre d'opportunité? Tu commenceras au bas de l'échelle chez Sinclair Holdings, au courrier, au classement, à tout ce qu'il y a à faire. Tu gagneras le SMIC et tu vivras dans un appartement de fonction. Tu suivras une thérapie 2 fois par semaine pour gérer tes problèmes de colère. Et surtout, tu prouveras par tes actes, et non par tes paroles, que tu comprends ce que signifie la loyauté familiale. Et si j'y parviens, alors peut-être que dans 5 ou 10 ans, tu auras gagné le droit de te considérer à nouveau comme mon fils. Tyler se mit à pleurer, mais c'étaient des larmes différentes de celles que Robert avait vues auparavant. Des larmes d'espoir plutôt que d'apitoiement sur soi. Papa, je ferai tout. Je te prouverai que je peux changer. Tyler, il ne s'agit pas de me prouver quoi que ce soit. Il s'agit de devenir quelqu'un digne du nom Sinclair. Quelqu'un dont votre grand-père aurait été fier. Cela semble réel. Robert fouilla dans sa veste et en sortit une carte de visite. Il y a un poste à pourvoir à la Fondation Sinclair. Assistant du directeur, vous aiderez à coordonner les programmes caritatifs. Le salaire est modeste, le travail est exigeant, et vous devrez tout recommencer à zéro. Ashley prit la carte, les mains tremblantes. Tu m'offres le poste? Je t'offre la possibilité de postuler. Ton obtention dépend de ta capacité à convaincre le directeur que tu es déterminé à aider les autres plutôt qu'à t'aider toi-même. Et si j'obtiens le poste, tu auras l'occasion de prouver que tu as vraiment changé, que tu peux utiliser les avantages que tu as acquis à la naissance pour aider ceux qui n'ont pas eu cette chance. Ashley se mit à pleurer. Mais comme les larmes de Tyler, c'étaient des larmes d'espoir. Papa, je ne te laisserai pas tomber. Ashley, tu ne fais pas ça pour moi. Tu fais ça pour toi et pour la mémoire de ton grand-père. Il croyait que le privilège s'accompagnait de responsabilités,
que ceux qui ont beaucoup reçu devaient donner beaucoup en retour. Robert se leva pour partir, puis s'arrêta à la porte. Ashley, oui. Ta mère m'a demandé de te dire qu'elle t'aime et qu'elle regrette les choix qu'elle a fait qui t'ont blessé, toi et Tyler. Le visage d'Ashley se décomposa. Vraiment? Est-ce qu'elle va s'en sortir? Non, dit Robert honnêtement. Elle ne va pas s'en sortir. Mais elle voulait que tu saches que rien de tout cela n'était de ta faute. Vous étiez des enfants qui suiviez l'exemple de votre mère, et elle en assume l'entière responsabilité. Après avoir quitté l'appartement d'Ashley, Robert se rendit au cimetière où son père était enterré. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur les pierres tombales. Il se tenait devant la tombe d'Harold Sinclair, regardant la simple inscription « Harold Sinclair. Père dévoué, homme d'affaires prospère, bâtisseur d'héritage. » C'est fait, papa, dit Robert doucement. Justice a été rendue. Patricia mourra en prison. Vincent et Derek paient pour leur trahison, ainsi que pour Tyler et Ashley. Peut-être qu'ils peuvent encore être sauvés. Le vent bruissait dans les arbres et, l'espace d'un instant, Robert put presque entendre la voix de son père. Mon fils, justice sans pitié n'est que vengeance. Mais pitié sans justice n'est que faiblesse. Tu as trouvé l'équilibre. Robert déposa une rose blanche sur la tombe de son père. Non pas pour le pardon, mais pour l'accomplissement. La famille Sinclair avait failli être détruite par la trahison, mais elle survivrait. Elle serait plus petite, marquée par les cicatrices, mais finalement plus forte. Alors qu'il retournait à sa voiture, le téléphone de Robert vibra, un SMS d'Ashley lui parvint. Entretien prévu pour demain à 9 h. Merci pour cette opportunité. Je ne la laisserai pas passer. Pour la première fois depuis plus d'1 an, Robert Sinclair sourit avec une chaleur sincère. La dernière signature de sa vengeance avait été écrite non pas par la colère, mais par l'espoir. Le nom Sinclair perdurerait, porté par ceux qui avaient compris le véritable prix de la trahison et la véritable valeur de la rédemption. Au loin, les lumières de Chicago scintillaient comme des promesses de lendemain, et Robert se dirigea vers eux, n'étant plus seul. C'est ici que notre histoire se termine.